Bienvenue dans le Wake Up Book Club. Je suis hyper excitée à l'idée de faire cette émission parce que les livres, c'est quelque chose qui me touche personnellement. C'est quelque chose quand j'étais enfant dans lequel je me réfugiais. Et aujourd'hui, c'est un vrai moment de bonheur quand je me dis que j'ai un bon bouquin qui m'attend à la maison. Donc j'avais envie d'en parler tout simplement avec des amis qui, comme moi, partagent ce goût de la lecture et surtout cet attrait pour le développement personnel. Et donc on a décidé de créer le Wake Up Book Club, un club de lecture dédié au développement personnel. Donc là, on est aujourd'hui dans le décor inspiré du premier livre qu'on a choisi, qui est L'Alchimiste de Paulo Coelho. Et pour cette émission, j'attends donc Anne Cazobon, qui est auteure, journaliste et artiste, Benjamin Nevers, qui est youtubeur, qui a une chaîne de développement personnel qui s'appelle Vous êtes vraiment sympa, et Clément Boulet, qui est entrepreneur et un ami de longue date avec lequel j'aime beaucoup parler de ces sujets-là. Et on sera aussi rejoint par un invité mystère au cours de l'émission. Donc c'est parti pour le premier Wake Up Book Club autour de L'Alchimiste de Paulo Coelho. Parlons de ce livre qu'on a choisi, qui est L'Alchimiste de Paulo Coelho. Peut-être que je vais le résumer pour toutes les personnes qui vont suivre l'émission ou si vous ne l'avez pas encore lu. Donc, c'est l'histoire en fait de Santiago, donc un jeune berger qui vit en Andalousie avec ses moutons. Et en fait, là, il fait un rêve qui le trouble à 2 reprises. Donc, je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais il imagine un trésor enfoui au sous-sol des pyramides. Et en fait, ça le trouble et il rencontre donc sur son chemin 2 personnes qui sont assez clés. D'abord une gitane qui l'encourage à aller chercher ce trésor et le roi de Salem qui lui parle de sa légende personnelle. Et en fait, il décide de partir donc, à la poursuite de cette légende personnelle, à la poursuite de ce trésor. Et au cours de son voyage, il rencontre l'alchimiste. C'est un peu le titre du livre qui va lui apprendre du coup à écouter son cœur, à écouter un peu les signes du destin. Et donc voilà, donc ça c'est l'histoire. Et donc après ce rêve qu'il fait, où donc il part à la recherche du trésor, on lui parle donc de cette légende personnelle. Et c'est le premier élément sur lequel j'ai envie qu'on parle parce que moi ça m'a un peu touchée. Et en fait cette légende personnelle, telle que c'est défini dans le livre, c'est hyper fort parce que ce serait la mission pour laquelle on est sur Terre. C'est un peu la mission que Dieu nous a donnée. Et d'ailleurs, l'auteur insiste à plusieurs reprises, il nous dit en fait c'est la seule et unique obligation des hommes, et je ne sais pas si vous vous en êtes rendu compte, mais en fait on le voit tout au long du bouquin, c'est quelque chose qui revient vraiment fréquemment. Et donc ma question c'est quoi votre légende personnelle? C'est quoi un peu ce trésor que vous avez envie de poursuivre chacun coûte que coûte, qui est important et qui donne du sens à votre vie? Tu me regardes. C'est donc à moi de commencer. Ah, le trésor. C'est marrant, je me souviens, il y avait quelqu'un qui me disait pour savoir vraiment ce pourquoi tu es faite, regarde ce que tu aimais faire quand tu étais enfant. Et je me souviens que moi, par exemple, ma maîtresse de CP, quand elle nous pose la question de savoir qu'est-ce que vous voulez faire plus tard, donc il y a ceux qui répondent cosmonaute, hôtesse de l'air, maîtresse d'école. Et moi, j'avais écrit, j'ai envie d'écrire des histoires pour enfants. Et en fait, je crois que c'est ça mon chemin, de raconter des histoires, alors pour enfants ou grands enfants, ou enfants intérieurs de chacun, et que c'est là-dedans, finalement, que je peux tracer un fil invisible dans un parcours qui n'a été qu'autour de l'expression multiple sur différents terrains de jeu, mais de l'expression avant tout, et de la narration, en fait. Excellent. Ouais. Et donc tu t'en es rendu compte, c'est quelque chose que tu tires petit à petit là aujourd'hui? Dont je me souviens parce que vraiment c'est un premier souvenir très conscient. Je me souviens vraiment de ça. Je me souviens que j'avais ce rêve-là qui était pas du tout comme ceux de mes camarades à l'école qui avaient des rêves, qui voulaient être pompiers, médecins. Et moi c'était vraiment non, je veux écrire des histoires pour enfants. Et je sentais bien que le mot enfant était presque un peu plus large que ça pour les enfants de la Terre en fait. Donc enfant ou enfant de 85 ans, c'est pareil, il y avait quelque chose un peu de cet ordre-là. Et donc vraiment, cette narration intérieure, elle a commencé à remonter. Mon chemin, c'est l'expression, donc c'est parti du côté de la langue des signes, du silence, voilà. Tu as été interprète en langue des signes. Ouais, moi, j'ai commencé à apprendre la langue des signes à 14 ans. Alors, il n'y a personne qui est sourd dans ma famille, mais on peut Pourquoi, du coup? Alors, aujourd'hui, je suis en train de faire la lumière là-dessus, mais on peut être sourd à soi, ou sourd aux autres, ou ne pas être entendu de bien des manières.
y a beaucoup de gens qui se soignent en parlant dans des micros pour ça, et je sais bien de quoi je parle, puisque je parle dans un micro depuis une vingtaine d'années maintenant. Mais au départ, j'ai commencé à apprendre la langue des signes, donc vraiment, je sentais qu'il y avait cette espèce de message qui remontait, comme ça, sinusoïdal, un peu qui remontait le long d'une colonne vertébrale, qui me remettait dans ma verticalité, au fur et à mesure que moi-même, je descendais dans une forme de spéléologie intérieure, pour y découvrir 2 chambres mitoyennes, une qui, pour moi, est celle de nos démons intérieurs, du trauma, d'une boue, de quelque chose de vraiment poussiéreux, toile d'araignée assez laid. Et de l'autre côté, juste à côté, une chambre de la créativité. Et j'ai découvert qu'elle communiquait comme deux enfants qui auraient fabriqué, vous savez, ces espèces de téléphones avec des pots de yaourt de part et d'autre. Et voilà, et qu'en fait, dès que ça brassait un peu, dès que j'allais un peu remuer, passer un petit coup de Karcher et d'aspirateur dans la salle un peu sombre, de tristesse, de chagrin qui m'appartenait ou que je portais pour d'autres, et ben dès que je faisais ça, de l'autre côté, il y avait une petite bulle qui remontait dans cette vase et qui remontait et qui donnait un magnifique nénuphar de manière artistique souvent. Et c'est vrai que la créativité, pour moi, a été voilà, un moyen d'exprimer, et l'est toujours aujourd'hui, voilà, ce que j'appelle siffloter mon chagrin. Wow. Très bon. Voilà. C'est superbe. Toi, Benjamin. Alors, super. Je sifflote très régulièrement. Moi, j'ai vraiment l'impression de ne pas avoir toutes les clés de compréhension de ma légende personnelle. En fait. J'ai vraiment l'impression d'être une fourmi et de me dire, ok, bah, j'attends et je vois un peu les signes qui arrivent. Ce qui est intéressant, c'est que là, j'ai 26 ans, ce qui est très jeune, mais qui commence à avoir un petit peu de recul pour comprendre un petit peu son passé et voir un petit peu les différentes étapes que j'ai pu avoir dans ma vie. Et c'est assez intéressant de voir comment tout s'est très très bien goupillé de toute manière et que tout tend vers... je vais parler avec cette voix-là tout le long. Prends un peu de thé. C'est bon, j'en ai fait. Et donc je me rends compte que tout tend en fait vers la même chose, c'est-à-dire que moi quand j'étais gamin, je voulais être comédien. Je pense qu'en grandissant, j'ai internalisé le fait que c'était pas un vrai métier. En tout cas, on me l'a fait comprendre, même si on me l'a jamais dit directement. Donc je me suis dit, je vais oublier ça très vite. Et je me rends compte qu'à 26 ans, finalement, dans mon parcours, le fait, finalement, au lycée, de commencer à m'intéresser aux autres, de commencer à faire de la photo, de la vidéo, mais toujours axé sur le portrait, vers les autres, de faire un Master 2 en communication marketing, de plutôt me tourner vers les relations presse, relations publiques, derrière de monter une chaîne YouTube où j'interviewe des gens, voilà, il y a tout ce truc-là où en fait, et là je reviens même sur des formats où on me demande d'être comédien en fait, sur de la fiction, donc la boucle est un peu bouclée. Je ne sais pas du tout où ça va, mais je me rends compte que finalement tout se passe très très bien en fait, tout se passe comme prévu, et il y a vraiment un plan qui est fait, et pour l'instant, à partir du moment où je ne force pas, c'est toujours dans les moments où j'ai forcé un petit peu et où il y avait des signes, mais on en reparlera sûrement, et où je me suis dit non, ces signes-là, ils n'existent pas, et on est très fort pour ça aussi. C'est là que je me suis toujours un peu éloigné, et finalement, j'ai l'impression que la vie est bien faite parce que je me suis toujours remis sur ce chemin-là qui me paraît être une logique implacable. Ouais. Pour moi, en tout cas. Ah, je suis d'accord. Ça fait appel du coup à un des points quand même central du bouquin qui est l'univers conspire du coup ton bonheur, et moi je te rejoins totalement là-dessus parce que même principe, légende personnelle, c'était un gros mot pour être très franc, et je pense que très rapidement, pour parler du coup de moi, je pense qu'il y a tout le sujet en fait, c'est de jamais se résigner. Alors moi du coup, même principe, j'ai jamais eu de moment où je me suis dit genre c'est maintenant que ma vie commence ou c'est maintenant que je vais changer de vie. En revanche, à chaque fois que je sentais que c'était pas le bon chemin, ben, j'en changeais pour qu'après un moment, ben, ça m'apporte d'autres choses. Je suis parti de chez moi, j'avais 16 ans, je suis parti aux États-Unis tout seul. Après, je suis parti du coup dans des voyages assez loin. Et on en reparlera aussi, mais finalement, la topographie, c'est un peu important. On part très loin pour en fait revenir souvent aux premiers amours. Santiago, il fait ça. Oui, bien sûr. Il part au bout du monde pour revenir chez lui. Bon, je ne vais pas tout dévoiler, mais c'est ça. Exactement. En plus, il y a un premier point qui est hyper intéressant, c'est qu'en fait, il suit quand même pas mal ses parents au début, puisque finalement, ses parents veulent qu'il soit du coup prêtre. Il suit un peu tout ce chemin-là, puis à un moment lui-même se dit en fait c'est pas vraiment ce que je veux. Ah, il s'affranchit. Ouais, il s'affranchit, ouais. Et ça demande beaucoup de courage, et ça c'est hyper dur. Et pour encore un autre point, mais quand à un moment genre j'étais à Madrid, je faisais une licence, et j'arrive à mon premier cours et je me dis en fait j'aime pas du tout ce que c'est. Donc je vais toquer à la porte du dean local, qui me dit très clairement bah en fait on ne peut pas changer. Je me suis dit bon, alors toi mon loulou. Et pendant une semaine, je suis venu le voir tous les jours.
Et à la fin, il m'a dit, bon, tu veux faire quoi? Et j'ai dit, je vais faire histoire de l'art. Il m'a dit, ok, allez, va. Et voilà, l'histoire de l'art, ça ne m'a rien apporté du coup tout de suite, mais ça m'a apporté des connaissances, une nouvelle compréhension. Et après, j'ai arrêté, j'ai fait autre chose. Maintenant, je suis dans l'entrepreneuriat. Et voilà, je pense que s'il y a un maître mot pour moi, en tout cas sur le sujet, c'est pas être résigné. Oui, puis il s'affranchit, c'est-à-dire il part faire son voyage et revient finalement à la maison. Mais aujourd'hui, on peut voir, par exemple, autour de nous, on a certainement des amis qui sont partis un peu pour revenir habiter juste à côté de chez papa-maman. Est-ce qu'on s'affranchit à cet endroit-là ou est-ce que lui est parti, il a trouvé son trésor pour revenir le faire fleurir à cet endroit-là? C'est une autre question. Oui, c'est une autre question. Mais ce qui est vrai, c'est que ça demande beaucoup de courage, en tout cas à un moment donné, de s'affranchir, de dire en fait non, c'est pas ce que je veux faire ou je vais suivre un autre tracé. Encore une fois, je suis d'accord parce que pour voir les signes, parfois c'est hyper dur. Parfois, ils sont là en face de nous et on ne veut pas les voir. Et c'est complexe parce que du coup, il y a un moment dans le bouquin aussi où il dit genre, première année, si tu ne suis pas tes signes, finalement, tu commenceras à les oublier un peu. Seconde année, tu te rappelleras d'un peu lointain. Troisième année, finalement, tu ne verras plus aucun signe. Ouais. Donc on embrume son esprit, on embrume l'intuition, le détecteur. Totalement. Moi, je suis assez d'accord avec toi. Je pense que la partie un peu intéressante pour reconstruire par-dessus, c'est vraiment faire un nettoyage un peu de qui on est à la base, qui on veut être. Et après, on pourra parler de thérapie. Voilà. Chacun a ses méthodes, on va dire. Mais j'aime bien cette idée-là de, voilà, on est tous très très mauvais et très très gentils. Et ça, c'est OK. Il faut déculpabiliser tout de suite. Et c'est comment, du coup, on va amener ces deux belles choses-là à cohabiter et à faire quelque chose de bien. On parle de signes, du coup, c'est quelque chose sur lequel je voulais revenir. Il y a une phrase que j'ai beaucoup aimée, je ne sais plus qui l'avait dit, mais c'était « Les signes sont des moments qui viennent toquer à la porte de votre vie pour qui veut bien les entendre ». Donc, tu vois, ça rejoint le fait de dire tu peux décider de les écouter, tu peux les reconnaître, ou tu peux complètement les occulter, les mettre sous le tapis, et ça peut effectivement te hanter ou complètement tu peux passer à côté de cette légende personnelle. Du coup, est-ce que comme Santiago, vous avez eu des signes qui vous ont mené sur le droit chemin ou en tout cas à des moments où vous deviez prendre des décisions, quelque chose qui vous a dit « Ah, je vais peut-être pas dans la bonne direction » ou « Ah, j'y vais peut-être ». Moi, j'en ai eu énormément en fait. Et après coup, il y a même des signes que j'ai pas vus et où je me dis ah mais oui en fait ça c'est un signe énorme et pourquoi je l'ai pas chopé, mais parce que je combats aussi toutes mes croyances limitantes qui sont des fois beaucoup plus fortes que les signes. Il faut que tu aies un CDI pour réussir ta vie, donc à partir du moment où tu as plein de signes qui te disent bah non peut-être que tu peux aller plutôt dans cette voie-là, YouTube, YouTube le meilleur CDI de notre vie finalement, finalement tu as une croyance qui est quand même bien ancrée, tu dis bah je vais pas faire ça parce que là je vais rater ma vie, etc. Sauf que par moment les signes reviennent vraiment. Moi, j'en avais des signes tous les jours à ce moment-là. Les derniers signes, en gros, que j'ai eus, c'était ça, en fait. Donc, je travaillais en agence social média depuis 4 ans. Je ne m'y retrouvais plus parce que je mettais mes compétences au service de clients et de choses qui ne m'intéressaient plus du tout, qui n'étaient pas en accord avec mes valeurs. Un signe tout bête, un signe qui peut paraître juste anodin, mais Marion Séclin, du coup, me dit moi, j'aimerais bien monter ma chaîne YouTube. Est-ce que ça te dit qu'on le fasse ensemble ? À ce moment-là, c'est très compliqué pour moi parce que je fais énormément d'heures, etc. Je me dis, quand même, ça pourrait être pas mal. Là, j'ai quelques propositions de marque pour ma chaîne. J'ai un agent qui me contacte, mais vraiment dans la même semaine. Je me dis, waouh, ok. Bon, là, il y a peut-être un truc qui se fait. Et toute ma vie, en fait, depuis l'adolescence, j'ai toujours écouté vraiment beaucoup de ces signes et j'ai toujours fait des choix qui paraissaient complètement irrationnels pour tout le monde autour de moi et où dans ma tête je me disais non là il y a vraiment un truc qui se passe. Moi ça m'arrive des fois de me lever à 1h du matin et de me dire je sens que là il faut que j'aille me balader en ville et vraiment il n'y a rien de rationnel. Normalement n'importe qui de sensé se dit là il fait quand même un peu froid, il est 1h du matin, qu'est-ce que tu vas faire à 1h du matin et ça m'est arrivé là la semaine dernière où 1h du matin je me dis il faut que je me balade et alors je connais très peu Paris en plus donc je me balade comme ça et 1h du matin, je tombe sur quelqu'un qui promène son chien, qui est un gros youtubeur, et on discute, et en fait, on devient amis comme ça, quoi. Wow. Et je me dis, oui, en fait, ça, c'est vraiment bizarre, c'était obligé, en fait. Donc, depuis vraiment, on va dire, depuis l'adolescence, j'écoute énormément ces signes-là. Ce qui est très compliqué, parce qu'on est quand même très rationnels tous, et c'est très compliqué de se dire, mais pourquoi je fais ça, en fait ? Et je ne suis pas encore au bout de ce truc-là non plus. J'expérimente énormément. Ça m'intéresse beaucoup parce que j'en discute beaucoup avec les gens que j'interviewe aussi.
Le dernier que j'ai interviewé, c'est Roman Fressinet, qui est un humoriste qu'on voit beaucoup sur Click TV, etc. Et lui, il est à fond là-dedans. Et donc, ça fait toujours plaisir de voir aussi des gens qui sont comme ça et qui disent bah, moi, voilà, j'étais à un bar, j'y suis allé, je ne sais pas pourquoi, je me suis installé. Et là, il y a un mec qui m'a dit, quand j'étais au fond du trou, et il y a un mec qui m'a dit continue ce que tu fais, c'est vraiment bien. Et le mec a disparu, il ne l'a jamais revu. Et là, ça a été le signe qui a fait que. Quoi. Excellent. Moi, quand on parle la langue des signes, du coup, c'est facile de voir les signes. Enfin, j'aime bien le. Moi, je construis beaucoup mon chemin avec cela. Je trouve beaucoup de pièces par terre dans la journée. Enfin, vraiment très régulièrement. Je trouve de l'argent, des cartes. Aussi, Ben oui, on est entouré de magnifiques boîtes de cartes. Je trouve des cartes à jouer. J'ai une pile comme ça de cartes trouvées sur un quai de métro, un as de cœur, dans une rue, un roi de trèfle, sur un chemin par lequel je ne passe jamais, un 8 de pique. Enfin, vraiment très régulièrement, je trouve des cartes à jouer. Moi, j'aime bien la phrase de Einstein qui dit que les synchronicités, les signes, c'est Dieu qui voyage incognito. Et voilà, j'aime bien ce côté Dieu avec ses lunettes noires qui avancerait avec un petit col comme ça relevé, qui viendrait en effet par l'intermédiaire de quelqu'un te dire continue ce que tu fais. J'aime bien aussi demander des guidances comme ça de temps en temps, ou quand je suis un peu perdue, je suis dans les transports en commun et je me dis bon là, qu'est-ce que je dois faire? Allez, je demande un signe. Et là, généralement, récemment, il y a quelques jours, le monsieur qui était devant moi s'est retourné et il avait une espèce d'énorme t-shirt avec écrit « Follow your own way ». Je me suis dit bon, très bien, ok, merci pour la réponse. Voilà, j'aime bien aussi jouer et susciter, en tout cas. Et du coup, tu demandes aussi. Ouais, poser des questions et du coup obtenir des réponses. De cette manière-là. Donc là, ça devient... je suis un peu plus active dans le jeu. Plutôt que juste être réceptive aux signes, d'un coup, ça devient... Moi, j'aime le jeu, donc c'est ma vie. Donc, voilà, Est-ce que tu donnes des signes à d'autres, du coup? C'est-à-dire donner des signes, aller dire à quelqu'un... Ouais, justement, comme le mec là en question qui allait voir Roman Fressinet dans le bar. Ouais, j'aime bien. J'aime bien aller dire... ouais, j'adore dire aux gens que je les trouve magnifiques. Donc... tu m'as rien dit. Cette grand-mère... Cette grand-mère à l'arrêt de bus, le jour, une grand-mère rock'n'roll, elle devait avoir 85 ans, elle avait mais un manteau magnifique, un rouge à lèvres, elle était sublime. Et je l'ai regardée 3 fois, je me suis dit, non mais là, il faut lui dire. Donc, je vous trouve ravissante. Elle dit, oh non, arrêtez. Mais voilà, peut-être que pour elle, c'était un signe à un endroit, c'est venu à cet endroit-là, mais en tout cas, moi, c'est parti du cœur. Pourquoi t'en as donné, toi, des signes? Ouais, bien sûr, j'en ai donné parce que j'en ai beaucoup reçu. Et du coup, j'ai eu la chance, je pense comme vous tous ici, d'avoir su écouter au bon moment ou d'avoir eu les bonnes personnes. Et moi, c'était que des rencontres. Donc, moi, j'ai pas le côté matériel d'une carte ou le langage des signes, c'est que des rencontres. Et voilà, parfois, je me rappelle très bien, je travaillais pour un orchestre du Capitole de Toulouse. J'adorais, du coup, c'était une période un peu artiste, musique, une famille d'artistes. Mon parrain est chanteur lyrique, etc. Et j'arrive du coup là-dedans et à un moment je tourne en rond et je sais pas comment m'en sortir et voilà je me dis putain c'est con, je voulais vraiment faire ça, c'était mon rêve de gosse. Et en fait ce rêve de gosse là il s'avère que du coup il était plus à propos à ce moment-là, peut-être que je vais y retourner du coup dans la vie personnelle plus tard, mais en tout cas à ce moment-là particulièrement il n'y était plus. Et j'en reçois un coup de fil d'un pote qui me dit bon tu m'as pas appelé depuis longtemps, toi ça va pas, allez viens, monte à Paris. Je dis ok allez, je monte à Paris. Et je suis monté à Paris et là je rencontre une personne dans la rue. J'arrive dans un gros événement du coup à Porte de Versailles et je bois un verre avec un type qui me dit passe lundi au bureau, tu vas voir, ça va être hyper sympa, j'ai un projet pour toi. Je le connais pas, et puis en plus après 2-3 whisky du coup honnêtement, je savais pas s'il allait me rappeler. Et finalement le lundi matin, je reçois un coup de fil, il me dit bon moi t'es toujours ok pour venir. Alors, je me rappelais plus le nom de la boîte. J'arrive dans cette petite boîte, ils sont 8, 9, et ils me disent voilà, on vient juste de lever de l'argent, c'est hyper intéressant, t'as un profil hyper commercial. T'as la niaque, etc. Et cette boîte-là, c'est litchi.com. Et du coup, on était 10 et voilà, maintenant c'est 95. Et toute la croissance qu'on a connue là-dedans. Donc, je pense qu'après, si on a la chance effectivement de bien écouter, parfois il nous arrive des belles choses, quoi. Ce qu'il faut dire aussi, c'est que les signes, des fois, c'est pas des choses positives. C'est-à-dire que, moi je donne un exemple concret, je travaille dans une grosse boîte, j'arrive vers la fin de mes études et en gros, j'ai toujours bossé en agence de com, etc. Et je me dis, bon, avant de finir mes études, je vais faire une alternance dans une très grosse boîte. Je teste la com interne dans une grosse boîte alors que j'ai fait comme externe dans les petites boîtes. Au fond de moi, je sais que c'est pas ça, mais je me dis au moins je le saurai. Je rentre dans la grosse boîte, ça se passe très très mal. Et au bout de 4 mois, je me dis bon bah là, il faut que j'arrête complètement. Sauf que je suis très bien payé. Je fais partie des plus grosses boîtes de France, donc on me paye mon logement. Je suis payé plus que tous les gens de ma promo, etc. Et surtout, je suis en master 1 et si j'arrête là, en fait, derrière, si j'ai pas d'alternance, je peux pas passer mon diplôme en fait.
Et donc ça demande aussi le courage et la confiance en la vie. Après, chacun l'appelle un peu comme il veut, pour se dire, ok, maintenant je quitte là, je quitte ça, et après je fais confiance et je sème des choses qui font que derrière ça va me revenir. Donc des fois aussi c'est le courage de se dire, ok, là ça paraît être un échec, mais finalement il y a aussi toute la vision de l'échec, de se dire que l'échec c'est une étape vers la réussite, et que des fois l'échec est obligatoire aussi pour aller vers d'autres choses. Donc ça demande aussi beaucoup de déconstruire et de ne pas se dire, j'aurais pu me dire, je reste pendant 2 ans, je ne sais pas à quoi ça sert, mais tant pis, je vais le faire. Et non, là j'ai quitté, c'est comme ça que je suis arrivé en agence derrière, en fait, mais pareil, qui s'est tombé sur des hasards heureux. Donc des fois ça demande de déconstruire aussi, et des fois ça passe pas par la lumière justement, ça passe des fois par des moments de remise en question qui sont énormes. Et des fois, c'est vraiment au fond que d'un coup, on remonte sur. Et peut-être qu'on est plus attentif aussi aux signes quand on est vraiment très au fond. Mais du coup, ça me fait penser à l'histoire que tu avais partagée la dernière fois sur tu vas à cet entretien d'embauche. Est-ce que tu peux nous raconter ce moment ? À une époque où vraiment j'ai traversé à plusieurs reprises dans ma vie des recherches d'emploi, que j'appelle des recherches dans moi, qui contribuent toujours à descendre en rappel le long de cette colonne vertébrale, pour descendre, vous vous souvenez, dans ces deux petites chambres. Et en fait, c'est vrai qu'à un moment donné, je me suis dit, tant pis, je vais m'éloigner de mon cœur de métier, de quelque chose qui me fait vraiment vibrer pour aller chercher de l'argent, quoi. Il y avait vraiment quelque chose comme ça. Et donc, on m'envoie cette annonce et j'ai pas du tout envie d'y aller. Et en fait, moi, j'ai envie d'y aller, plus ils veulent de moi. Et donc, ils me rappellent et je termine dans la shortlist et voilà. Et j'y vais. Mais j'ai mal au ventre quand j'y vais à tous ces entretiens. J'ai pas encore signé. Je demande du coup une somme astronomique. Ils disent oui. Voilà. Et je termine par un dernier entretien. Où je casse mon talon juste avant d'y aller, où je me dis, c'est pas grave, je n'irai pas en talon, j'irai en basket, et puis rien à faire, de toute façon, voilà. Et j'arrive à l'entretien, et je vois bien que la fille voit que je suis quand même pas très au clair, ni très à l'aise, ni que j'ai très envie d'y être, mais je fais semblant. Mais elle voit bien que je fais semblant, et au moment où elle me serre la main avant de repartir, elle me dit... Écoutez, on va voir ce qui va se passer, mais en tout cas, vraiment, envoyez-moi vos livres quand ils seront publiés. Voilà, comme si elle me libérait en fait de quelque chose. Je suis sortie, je dansais dans la rue, je me suis dit, merci, c'est bon, j'ai compris. En fait, elle vient de me dire, elle vient de me réaiguiller en fait. Elle vient de me remettre sur mon chemin et me dire, alors, oulala, t'as trop d'itinéraire bis, tue l'itinéraire bis, reviens sur ta propre voie intérieure. Mais j'ai vraiment failli me fourvoyer. Oui, non, mais je dis ça par rapport à ce que toi tu disais, Benjamin, c'est de te dire un signe, tu peux l'interpréter, ça peut être quelque chose qui, au final, ça te ferme la porte, en fait. Elle te dit, va vers tes histoires. Pour m'ouvrir ma propre porte. Mais pour t'ouvrir la tienne, ouais, exact. L'interprétation des signes n'est pas évidente, c'est-à-dire que je vais pas me lever le matin, je vois qu'il pleut, je me dis, ça c'est un signe, je vais rester chez moi, et en fait je me renferme, et voilà, je me dis, ça c'est un signe. Donc c'est très compliqué aussi des fois, et en fait on n'a même pas les clés par moment en fait, d'interprétation, parce que moi ça m'est arrivé d'avoir des signes, de les interpréter d'une manière, et en y repensant je me dis, peut-être qu'en fait c'était plutôt par là qu'il fallait que j'aille. Au final c'est pas grave, parce que ça se réécrit d'une autre manière. Mais oui, et puis si c'était par là et que c'était juste par là, à ce moment-là, ça se représentera. Oui, c'est ça. Donc, mais en tout cas, il ne faut pas que les signes ce soit aussi des fois une excuse pour rien faire. Ça veut dire que moi, je ne suis pas en attente de signes, je suis dans mon lit et puis j'attends les signes comme ça, je me dis, je suis sûr que là, on va m'appeler, etc. Ça arrive, mais parce que en fait, je sème énormément de choses et parce que je suis vraiment acteur de ma vie quand même. Et les signes, il faut les trouver aussi. J'imagine que toi, tu n'ouvres pas la porte devant chez toi et tu trouves un billet ou une carte devant chez toi tous les matins. C'est souvent par des chemins par lesquels je ne passe jamais, justement. Ouais. Mais d'ailleurs, il y a un très bon point sur le bouquin. Enfin, il y a 2 moments où il stagne un peu. Il y a le moment du coup où il est dans la boutique de Christo. Ouais. Et finalement, ça nous arrive à tous, je pense. Je parle pas pour tout le monde, mais d'arriver donc il a commencé sa journée personnelle, il est sorti du mode de berger, il arrive du coup à Tanger ou je ne sais plus exactement où. Et voilà, il se retrouve pendant 1 an finalement à se refaire sur le plan financier, du coup, en travaillant de manière un peu monotâche, on va dire. Et il est bon dans ce qu'il fait, et il pourrait rester comme ça toute sa vie. Et finalement, il décide quand même d'un moment de sortir de ça et de repartir. Et puis à un moment, il veut rester pour l'amour. Alors ça, c'est aussi hyper important, c'est qu'il veut rester pour l'amour avec Fatima, du coup, dans cette oasis. Et finalement, encore une fois, il se dit, voilà, si ça doit rester, ça restera. Et du coup, il part quand même à sa chambre personnelle. Oui, c'est ça. Et du coup, sur cette histoire avec Fatima, en fait, avec l'amour, moi, ce que je me dis, en tout cas, c'est qu'en fait, il faut... tu peux être sur le chemin de ta légende personnelle, mais parfois, il faut juste lâcher prise et faire confiance un peu à l'univers qui t'entoure, parce que c'est vrai, c'est une décision, en fait, qui prend, c'est une décision qui est, en fait,
hyper difficile. Il n'a pas son 0,6, elle est dans l'immensité du monde, elle est dans le désert. Et donc, comment est-ce qu'il va la retrouver ? Et en fait, il part en se disant j'ai confiance que l'univers va me reguider vers elle à un moment. Et d'ailleurs, l'alchimiste le conforte dans ça, puisque c'est un moment crucial en fait, où il le rencontre. Et donc, moi, j'ai noté justement le passage, donc je le lis, où il dit si ce que tu as trouvé est fait de matière pure, cela ne pourrira jamais, et tu pourras y revenir un jour. Si ce n'est qu'un instant de lumière comme l'explosion d'une étoile, alors tu ne retrouveras rien à ton retour. Mais tu auras vu une explosion de lumière, et cela seul aura déjà valu la peine d'être vécu. Et ça, c'est génial, parce que il est conforté dans ce choix, et en fait, il arrive à se libérer, à lâcher prise un peu. Et du coup, moi, ce que je me dis, c'est est-ce que vous croyez cette fameuse phrase l'univers conspire en votre faveur? Est-ce que vous croyez qu'il y a une force plus grande que vous qui vous emmène un peu? Donc là, on parle de signes, mais c'est spirituel en fait, c'est même plus que ça, parce que là, c'est la foi, c'est la confiance. Tu t'en remets à quelqu'un dans un moment où, en fait, tu dois avancer, quoi. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que... Tu veux commencer? Derrière le mot univers, ce que j'aime bien pour rassembler plus large, on peut dire l'univers, la vie, la nature, le cosmos, Dieu, Allah, qui on veut en fait. Voilà, c'est après, tout n'est qu'une question de mots, mais finalement c'est tellement plus grand et tellement plus vaste derrière. Moi, ce que j'aime bien, j'aime beaucoup la tradition Lakota. C'est des Nord-Américains, ce sont des Indiens, d'anciennes tribus nord-amérindiennes. Et il y a cette phrase qui dit « Mitakuye Oyasin » qui veut dire « nous sommes tous reliés ». Et c'est ça, en fait, finalement, faire confiance, c'est voir cette part de fil invisible, de fil d'or qui nous relie tous, qui relie les êtres, qui font qu'un jour ou l'autre, ils se retrouvent, si c'est juste, et si ça ne l'est pas, pour aucun des deux, c'est que, en effet, c'est exactement ce que dit Paulo Coelho, enfin l'alchimiste, que voilà, si c'était une lumière à cet endroit-là, c'était déjà ça, et après, c'est que autre chose nous attend ailleurs. Et c'est avec cette confiance-là, je crois que Santiago se dit si je dois la revoir, c'est que c'est elle, c'est que je suis fait pour elle et qu'elle est faite pour moi, et sinon, quelqu'un d'autre m'attend et quelqu'un d'autre l'attend. Mais en même temps, c'est fort, mais en même temps, c'est pas évident de se dire je lâche ça et j'ai confiance que je vais retrouver. Moi, je crois énormément à la connexion entre les gens, justement. Alors moi, je suis beaucoup intéressé à beaucoup de religions dans mon parcours perso. Quand j'étais adolescent, etc., je me suis intéressé à toutes les branches un peu dans le catholicisme, l'islam, etc. Je me suis retrouvé dans rien, en fait. Et pour autant, je ne me suis pas dit, non, alors, c'est-à-dire qu'il n'y a rien, ça n'existe pas. Donc aujourd'hui, je n'ai pas spécialement de mots, en fait. Et quand je dis l'univers me donne des signes, à chaque fois, on me regarde en mode, oui, l'univers te donne des signes, Benjamin. Oui, allez, viens, on va se coucher, là. Mais c'est un peu ça, en fait. Je pense que c'est vraiment la formulation que j'ai trouvée qui est la plus juste, en tout cas, parce que ça donne pas vraiment de... C'est ni Dieu, c'est ni Allah, etc. Et en même temps, c'est tout ça aussi. Mais je me dis que, après tout ce qui s'est passé, en tout cas dans mon parcours, etc., il y a des choses où c'est obligé qu'on a vraiment posé... Moi, j'étais un Sims, quoi. On m'a posé des choses devant moi, et j'étais en mode « Ah oui, d'accord, bonjour », et je l'ai pris sur mon chemin. Et c'est impossible que ce soit arrivé par hasard, justement. Ce truc du hasard, il est quand même assez fou. Où il y a plein de gens qui se disent ouais, là tu as eu beaucoup de chance, ou là c'est vraiment quand même du hasard, etc. Et je me dis non, en fait c'est trop bien écrit pour que ce soit vraiment du hasard, ou que moi j'ai eu aucun impact dans ce qui m'est arrivé, en fait. Moi, je trouve ça hyper rassurant du coup la phrase l'univers conspire en ta faveur. On y croit, on n'y croit pas. Si on y, au pire, tant pis. Finalement, on croit-y parce que du coup c'est forcément positif, quoi. C'est clair. Et moi je suis aussi pour la liaison un peu avec tout ce qui nous entoure et les gens. Et je pense qu'il y aurait beaucoup moins de merde si on avait à peu près tous le même point de vue. Mais même avec la nature, moi je viens juste de rentrer d'un voyage en Colombie où j'étais pendant longtemps. Et c'est vrai qu'à Paris, à Paname, c'est quand même hyper compliqué de voir la nature. Il y a un arbre bétonné autour avec deux chiens qui viennent pisser. C'est quand même pas très agréable. Mais on peut lui faire un câlin. Mais on peut lui faire un câlin. Oh non, cet arbre-là. Oui, j'ai des amis qui ont un château et des gens qui viennent juste faire ça sur un chêne. Après, tant mieux, chacun les siens. Mais là, c'est vrai que du coup, je me retrouve en Colombie dans une espèce d'endroit vraiment perdu. J'ai dû prendre un bus, puis des moyens de transport improbables avec une tyrolienne, etc. Et à un moment, j'arrive dans cet endroit-là où il n'y a vraiment rien du tout. Et je me dis, quitte à rien faire, autant de baigner. Et voilà. Et en fait, c'est peut-être très con à dire, mais là, je me retrouvais vraiment avec une nature et que je n'avais pas connue ici, parce que voilà, ici, j'ai une moto, j'ai des potes, on va dans des bars, etc.
Et je pense que tout ce schéma-là, finalement, de tout le monde est connecté, en fait, on s'en fout si on y croit ou pas. Enfin, autant le faire parce que du coup, c'est hyper rassurant et c'est positif. Ouais, j'aime bien, moi, cette phrase qui dit « La chance ne sourit qu'aux esprits préparés ». Et c'est que c'est plus ou moins la même chose. Hein. De toute façon, tout le monde dit plus ou moins la même chose, chacun dans sa vérité, mais j'aime bien se préparer à l'esprit, se préparer à voir les signes, se préparer à voir cette personne arriver en face et vous proposer un pont en or. Et alors, du coup, est-ce que, vu que nous, on a la chance de préparer parfois, est-ce que on a un devoir, finalement, de préparer les autres? Déjà, si ça commence par soi, moi, j'ai l'impression que déjà, il y a du boulot, non? Ouais. Et c'est en montrant... J'aime bien cette phrase sur l'artiste. Non, mais l'artiste, c'est celui qui arrive à passer le barbelé et qui te montre que c'est possible en fait de passer le barbelé. Et c'est pas celui qui te retourne pour te dire vas-y viens et qui va se coincer du coup le jean dans le barbelé et se ralentir. C'est juste celui qui te montre que c'est possible. Donc j'aime bien l'idée de. Oui, si tu bouges, ça va bouger autour. On s'épuise aussi. Je crois beaucoup en ça, en donner l'exemple justement. Et moi, je me rends compte que... C'est ce que tu fais avec tes interviews. C'est exactement ce que je fais avec mes interviews. Et c'est pour ça que je suis parti sur les interviews, parce qu'en fait, l'histoire de ma chaîne, qui n'est pas l'histoire officielle d'ailleurs, mais qui est la vraie histoire, c'est que j'ai un ami d'enfance en fait, avec qui on a eu beaucoup de conflits par rapport à son choix de vie, où pour moi, je me disais non, c'est pas ce qu'il faut, etc. On était jeunes aussi, donc moi, j'ai eu beaucoup d'humilité après en me disant peut-être que je ne sais pas non plus en fait ce qui est écrit pour lui, et ça se trouve, il faut passer par ce cheminement-là. Et surtout, je lui donnais beaucoup de conseils, il m'écoutait pas trop. Et je me suis dit, ok, je vais monter une chaîne YouTube où je vais à la rencontre des gens, à plein de réalités différentes. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il regardait mes vidéos et qu'il me disait, ah, c'est bien là ce que la personne a dit, etc. J'ai dit, bon, oui, ça, je te le dis depuis un an, pas de souci. Et finalement, je me rends compte que c'est à travers ça que les gens sont vraiment inspirés. Ne serait-ce juste le fait de dire « Ok, ça c'est possible, ça il y a quelqu'un qui l'a vécu, ça existe », rien que ça fait un déclic énorme plutôt que d'essayer pendant 1h30 d'expliquer à quelqu'un que ça se passe comme ça et d'essayer de théoriser la chose, etc. Et moi je me rends compte que dans mon parcours, en fait, aujourd'hui, quand je fais des choix qui paraissent complètement irrationnels, personne n'essaie de me dissuader en fait. Personne ne dit non, ça tu devrais pas faire ça, parce qu'en fait ils ont tous vu que tout le long depuis mes 10 ans, parce qu'avant je l'ai pas vulgarisé ou j'ai pas trop réfléchi, mais depuis que j'ai 10 ans, j'ai fait énormément de choix qui paraissaient irrationnels pour tout le monde, et en fait ça a toujours débouché sur des choses multiplicateurs en fait. Ça a toujours été le truc où on s'est dit ah bah ouais en fait c'est évident, et ça débouche toujours sur quelque chose de positif. Donc aujourd'hui on me fait beaucoup confiance, et dans mon cercle proche, j'ai plein de gens qui se sont rendus compte que des fois, il faut avoir un peu de lâcher prise aussi et il faut s'ouvrir un peu. Et donc, j'ai des amis dans mon cercle intime qui sont ouverts aussi à tout ça et qui se sont dit « Ah mais ouais, là, il y a un signe comme ça, il faut peut-être que je l'attrape, etc. » Excellent, ouais. C'est ce que tu partageais, non? Le fait de rayonner Tu peux rayonner de deux manières, soit en étant la bougie, soit en étant le miroir. Ouais, moi, c'est une phrase d'Edith Wharton que j'aime beaucoup. C'est une romancière américaine qui dit vraiment qu'il y a deux manières de répandre la lumière. C'est soit vous êtes bougie, soit vous êtes miroir. Donc voilà, on alterne, on peut être les deux, mais on ne peut pas l'être différemment. Moi, je me souviens au tout début, il y a des années, quand j'ai commencé ce chemin en développement personnel, cette spéléologie intérieure, cette introspection en allant voir une thérapeute, j'avais découvert un truc et je trouvais la quête de soi, le travail sur soi, même si j'aime pas ce mot travail, mais du coup j'avais envie que tout le monde aille mieux autour de moi, donc je saoulais tous mes potes en leur disant mais va voir des thérapeutes, c'est super. Et en fait, le jour où j'ai arrêté de leur dire et de tenter de les sauver, dans la semaine, j'avais 5 amis qui m'appelaient en me disant et au fait, c'était quoi la dame là que tu allais voir, le numéro? Et voilà. Et donc, en fait, juste en bougeant un peu plus, moi, de mon côté, et en me remettant sur mon axe, ça faisait bouger mon premier cercle, en tout cas. Ah, c'est puissant ce que tu partages parce qu'on a... Enfin, ouais, on est... En tout cas, moi, personnellement, j'ai toujours envie de contrôler, d'être, tu vois, d'être en contrôle et d'aider aussi, forcément, mais c'est difficile de lâcher prise et de se dire, en fait... déjà, je commence par m'aider, je souffle, et puis après, je vais rayonner autour de moi. Quoi. Ça revient à ta question de tout à l'heure de est-ce que vous donnez des signes? Moi, je ne donne pas des signes parce que pour moi, je n'ai pas les clés pour pouvoir donner des signes, en fait. Mais j'en donne forcément, et il y a sûrement plein de signes que j'ai donnés où je ne m'en rends pas forcément compte. Et des fois, c'est même des gens derrière qui m'envoient des messages en disant ça, il y a 1 an, ça m'a beaucoup aidé, voilà où j'en suis aujourd'hui. Je me dis, ah ok, je ne m'étais pas rendu compte de ça. Par contre, même si je ne donne pas des signes, je crois beaucoup en donner de l'amour, en fait.
ça fait très, très naïf et hippie de dire ça, mais en gros, donner énormément de bienveillance, aider les gens, etc. Et ça revient toujours en retour, en fait. Donc, il y a sûrement des fois j'ai essayé d'aider des gens et où en fait ça n'a pas été bénéfique pour eux ou alors c'était pas le signe qu'ils attendaient ou quoi que ce soit. Mais en tout cas, je crois énormément ça donner beaucoup sans attendre forcément en retour. Mais en fait, ça revient toujours, que ce soit 2 mois après, 6 mois après, 1 an après. Mais oui, c'est ça, ça peut être long. Et ma dernière question, ou en tout cas grand enseignement que je tire de ce bouquin, c'est un peu la patience, la persévérance. Le chemin est long. Il est long pour nous, il est long pour Santiago. Tu vois, tu disais, il est dans un moment, il est coincé avec son marchand de cristaux. Il se dit, il faut que je me refasse financièrement avant de poursuivre mon voyage. Et d'ailleurs, notre invité surprise qu'on va accueillir dans un instant nous dit que persévérer, c'est percer et vous verrez. Donc, percer les ténèbres un peu pour voir la lumière. Et donc ça, je trouve ça assez puissant parce qu'on a tous été peut-être à un moment dans une zone un peu d'ombre et où on voyait la lumière et il fallait y aller quand même. Mais bon, ça prend du temps. Du coup, est-ce que vous avez peut-être quelques galères à partager quand vous étiez sur votre chemin et qui vous ont amené jusqu'ici ? Moi, j'aime bien le percer et vous verrez parce que je me vois vraiment rampant dans une galerie de taupes, donc vraiment souterraine, à la lampe frontale en avançant. Et pour moi, ça s'est manifesté, matérialisé dans le métro, puisque donc j'ai commencé à distiller, un peu à transformer des parts d'ombre en créativité, en projet artistique depuis le métro, donc depuis le monde souterrain, depuis mon monde souterrain aussi, en distribuant des petits mots aux gens et en transformant ça en ce que j'appelle les textopolitains, qui étaient donc des petits mots positifs à aller distiller tout autour de soi, puis en dessinant, en faisant des portraits des usagers du métro et en leur offrant ces portraits-là parce que je les trouvais beaux profondément et je les croquais le temps de quelques stations en leur offrant ça. Et puis à la fin, en remontant à la surface, donc en remontant intérieurement aussi, jusqu'à ces bouches d'aération que l'on voit un peu partout dans les grandes villes et notamment à Paris, au-dessus desquelles j'ai distillé des confettis pour en faire des performances artistiques que j'appelle des happenings, mais pour remonter à la surface et transformer tout ce qui était lourd, non dit, pesant et que je portais en quelque chose de artistique et donc collectif pour plus grand et pour plus grand nombre aussi. Donc même pour moi, en fait, elle est physique, cette persévérance, elle s'est matérialisée déjà par une remontée au niveau zéro déjà, avant de s'élever encore plus. Mais je l'ai vraiment vécu comme, non pas prendre l'ascenseur, j'aurais bien aimé, mais j'ai plutôt pris l'escalier en colimaçon qui se casse un peu la figure et on s'accroche à la rampe et on ne la lâche pas. Pour vous, je ne sais pas si ça s'est manifesté de manière physique, mais peut-être est-ce que vous avez eu des moments, des galères, des choses sombres ? Oui, bien sûr. Enfin, en plus, déjà, plein. Pour être très franc. 2, je pense que c'est pas fini du tout et je pense qu'il y aura encore plein de passes et il faut être aussi franc là-dessus, il faut se déculpabiliser. La vie, on n'est pas maintenant arrivé au sommet et c'est fini et du coup on dit aux gens vous allez voir, non, c'est bien. La réalité, c'est que du coup, il y a plein de cycles, il y a plein d'apprentissage à faire par étapes et et du coup, moi, j'en ai plein, notamment quand je me retrouve du coup à 16 ans, du coup, je quitte toute ma famille. Tous mes amis, on est au lycée, donc 16 ans c'est un peu charnière où du coup, c'est-à-dire on devient un petit mec, on va un peu se prouver des choses. Et je pars tout seul du coup dans le fin fond de l'Ohio pendant X années, je savais pas encore combien de temps j'allais rester. Et le premier mois c'était très dur, je parle très peu la langue. Les gens me regardent un peu bizarrement parce que moi j'ai un peu un sentiment de film américain parce qu'il y a des casiers, les pom-pom girls, à table tu bouffes tout seul parce que finalement tout est ségrégué, etc. Et ça c'en était une. Après, du coup, il y a des périodes de bad complet. Et en fait, le seul point dans ces moments-là, c'est pas trop perdre de vue, du coup, un espèce de truc, ça va aller mieux. Et je pense que ça m'a aidé, en tout cas, personnellement. Je sais pas si ça vous aide aussi, mais en tout cas, je me disais, en fait, quoi qu'il arrive, t'as quand même fait un choix à la base de faire ce truc-là. Et donc, du coup, va à fond. Va à fond. Et le jour où ça sera plus possible, du coup, c'est pas grave. Tu clôtureras ce sujet-là et tu feras autre chose. Et en tout cas, moi, ça m'aide. J'ai un truc j'ai une peur, j'ai 2 peurs, qui est la même, mais j'ai peur un jour de fermer la lumière, donc clairement c'est la fin de ma vie.
et de me dire putain, j'ai quand même beaucoup de regrets là-dessus, ça du coup j'aurais dû le faire ou ça j'aurais dû dire différemment. Donc ça pour le coup j'essaie de ne pas le faire. Et un autre sujet, c'est j'ai peur le dernier jour de ma vie sur Terre, de voir un autre moi, ce que j'aurais pu devenir si j'avais fait plus écouter les signes ou plus être dans ce schéma-là. Donc j'essaie du coup de bien les écouter et j'essaie de bien bader quand il faut bien bader et après de bien remonter quand il faut bien remonter. Et voilà. Et non plus pas hésiter du coup à demander de l'aide. Je suis très d'accord avec toi. La thérapie, du coup, c'est une bonne. C'est une l'accompagnement, de manière générale, se faire accompagner. Et du coup, pas avoir peur de le demander parce que y a des gens qui sont très capables de le faire. Il ne faut pas non plus être dépendant de cette aide-là, mais ça, c'est très compliqué. Mais quoi qu'il arrive, du coup, c'est largement possible. Et si on demande de l'aide, je pense qu'on nous la donne assez rapidement. Ce sentiment que tu décris là, où tu vis les choses hyper intensément, moi, ce tunnel, ça a été en 2015, quand j'ai posé ma démission, et j'avais 3 mois vraiment pour trouver un nouveau job. Donc, j'avais eu le courage de dire, voilà, je veux un nouvel emploi, je veux quelque chose dans lequel je me sente bien, dans lequel j'ai du sens. Et en fait, j'ai eu ce tunnel de 3 mois où là, c'était très intense. Je rentrais, je pleurais, je ne savais pas où ça allait me mener, mais j'étais dedans en même temps. Je ne pouvais pas faire ni marche arrière ni marche avant. J'avais déjà dit à mon employeur, je pars. Et dans 3 mois, il fallait bien que je paye mon loyer à Paris. Et ça a été, je l'ai vécu d'une manière hyper intense. Donc, je me suis fait accompagner aussi en disant, je cherche de l'aide. Mais il y avait toujours ce côté où, d'un côté, à un moment, je vais quand même bien voir la lumière, puisque j'ai 3 mois, donc il y a bien une date finie, et ça va forcément se passer. Et juste, j'avançais, et j'ai trouvé le temps très long, quoi. Mais bon, je m'en suis sortie. Ouais, et très bien. Et oui, très bien. Moi, mes galères, oui, j'en ai. Je rappelle, je suis youtubeur, donc des galères, j'en ai vraiment. Non, mais moi, en fait, j'ai l'impression d'avoir autant de galères que j'avais il y a 5-6 ans. Enfin, que tous les ans, en fait. J'ai l'impression d'avoir autant de galères qu'avant, mais ma perception des galères a changé. C'est-à-dire que là, je pourrais avoir la perception d'être dans un chaos total où je gagne 3 fois moins qu'avant. Avant, j'avais un CDI, je travaillais en agence, je vivais dans une maison. J'arrive à Paris où je vis dans un 20 mètres carrés. Mes revenus ont clairement baissé énormément. Je suis dans un truc hyper instable où il n'y a même pas... mes journées, c'est des journées de freelance en fait. Sauf que c'est freelance, mais en plus sur un métier qui est... on ne sait pas exactement si ces tâches-là, elles sont intéressantes, pas intéressantes. Est-ce que ça, il faut le faire, pas le faire? Donc j'ai des choix vraiment tous les jours à faire. Mais en même temps, c'est hyper excitant. Et par contre, là où il y a plein de gens qui s'inquiètent un peu pour moi, qui disent « Ah ouais, lui, il est vraiment dans le chaos total dans sa vie, là. Qu'est-ce qui se passe? Il est en train de sombrer. » Moi, au contraire, je le vois vraiment comme une passe. Et tu parlais de la lumière justement au bout du tunnel. Et moi, je la vois complètement, cette lumière. Et je me dis « Ok, là, il y a vraiment un truc qui va déboucher. » Ou pas, hein, peut-être, et qui va sûrement pas déboucher sur ce que j'imagine moi aujourd'hui, parce que j'ai pas toutes les clés pour le voir. Mais en tout cas, le chemin, il est là. Et pour moi, le chemin, il est très, très important. Donc des galères, j'en ai plein, mais j'ai beaucoup cette vision de voir surtout les petits points lumineux qui sont sur ce chemin-là, et pas voir justement tout ce qui est, toutes les choses qui peuvent ne pas aller. Parce que après, dès que tu commences à ouvrir une brèche de ce qui ne va pas, et c'est terminé, tu plonges complètement dedans. Il y avait un exercice que j'aime bien et que je fais un petit peu en formation, parce que j'ai un peu de formation en social media, mais sur les étudiants, j'aime bien leur faire ça. C'est on est dans une pièce et je leur dis, regardez tous les éléments bleus qu'il y a dans cette pièce. Vous avez 30 secondes pour vous focaliser dessus et après vous fermez les yeux. Au bout de 30 secondes, ok. Qui peut me dire combien il peut reciter en fermant les yeux d'éléments bleus? Est-ce que vous en avez 5? Donc là, il y en a un qui lève la main. 10, il y en a qui lèvent la main. 15, il y en a un peu moins. Je fais OK. Qui peut me citer le nombre d'éléments orange que vous avez vus? Et là, personne. Je dis, vous êtes sûr, personne? Et là, on réouvre les yeux, on se rend compte qu'il y a plein d'éléments orange en fait, dans la pièce. Et en fait, c'est exactement ça, c'est de se dire que tous ces signes-là, ils existent tous, mais en fait, on se focalise juste sur certains. Et donc, l'idée, c'est que j'essaie de ne pas me focaliser que sur les éléments bleus. J'essaie de me dire, OK, il y a aussi des éléments orange, il y a aussi tout ça. C'est un peu cet état d'esprit que j'essaie d'avoir un maximum. Super. Merci pour le partage. On va accueillir notre invité surprise. Pour parler et pour nous guider un peu plus, puisqu'on voit où on se pose toutes ces questions, on invite et on est ravis d'accueillir donc Patrick Burensteinas, qui est alchimiste, auteur. Et pour lui, donc moi j'ai découvert ça en lisant son parcours, c'est qu'il n'y a pas de différence entre la science et l'alchimie. Pour lui, ce sont juste 2 points de vue différents. Et je vous propose de l'accueillir tout de suite. Bonjour. Bonjour. Bonjour Patrick, bienvenue. Merci. Dans notre tente berbère avec un ciel étoilé.
Bon, Patrick, comme vous l'avez compris, on parle ici du livre de l'alchimiste de Paulo Coelho. Et donc vous êtes alchimiste. Ce qu'on sait, en tout cas de l'alchimie, selon la culture populaire, l'alchimie, c'est transformer le plomb en or. Et dans le livre, l'alchimiste, c'est aussi celui qui guide Santiago à écouter ses signes, à écouter son intuition, son cœur, et à interpréter le langage du monde. Et donc ma question, elle est toute simple, c'est qu'est-ce que ça veut dire être alchimiste aujourd'hui en 2018 ? C'est une bonne question. Qu'est-ce que ça veut dire d'être un homme en 2018 ? Qu'est-ce que ça veut dire de vivre dans l'univers ? Qu'est-ce que ça veut dire de chercher le bonheur ? Mais justement, ça ne veut peut-être rien dire. Et quelque chose d'important quand on parle d'alchimie, on dit c'est transformer le plomb en or. Non, c'est transmuter le plomb en or. Transformer, c'est prendre une forme pour faire une autre forme. Transmuter, c'est prendre la forme et la faire disparaître. Alors l'alchimiste se dit il y a deux manières de vivre sa vie. La première, c'est améliorer son incarcération. La deuxième, c'est sortir de la prison. Alors peut-être que la quête de l'alchimiste, et c'est pour ça que tout à l'heure on a entendu persévérer, percez et vous verrez, c'est peut-être se rendre compte de son enfermement et de voir qu'il y a quelque chose dehors. D'ailleurs, ce qui est très drôle, c'est que quand on demande à quelqu'un d'où tu viens, on dit de quel endroit. Mais s'il vient d'un endroit, c'est quelque part, il y a un envers. Alors la quête n'est pas la quête de l'endroit, mais la quête de l'envers. Et peut-être que justement, d'ailleurs, on trouvera cette couleur verte qui nous parlera de l'envers. Et à chaque fois que c'est la vérité, on entend toujours cette musique. À chaque fois qu'on a des vertus, on entend toujours cette musique. Peut-être que la quête de l'alchimiste aujourd'hui, c'est comme celle de nous tous, c'est trouver le bonheur. Et le bonheur, c'est extrêmement simple, c'est dit dans le mot, le bonheur, c'est la bonne heure. Et quand on fait un cadeau à quelqu'un, c'est toujours un présent. Eh bien, c'est la quête du moment présent. Waouh. Je vais renoter ce que vous avez dit. On va refaire depuis le début. C'est magnifique. Alors c'est un jeu, évidemment, c'est un jeu ou un jeu de mots, mais ça veut dire qu'on cherche vraiment le bonheur. Et la question qu'on peut se poser, on l'entend, on a parlé de sa légende personnelle, on a parlé de son bien-être. D'ailleurs, c'est un pléonasme, quand on est bien, on n'a pas besoin de bien-être, c'est quand on n'est pas, qu'on n'est pas bien. Donc trouver sa place dans le monde, mais est-ce qu'on a vraiment une place ? Si je suis dans chaque chose et que chaque chose est en moi, il n'y a pas de distance, il n'y a pas de limite. J'ai entendu parler de liens aussi, on se lie les uns aux autres. Mais est-ce qu'on est déjà déliés ? Jamais, on ne le sait pas par contre. Et peut-être que la clé justement du bonheur, c'est de vivre l'intensité du moment présent. Chaque chose a sa place, nous aussi, mais on ne sait pas pourquoi. Mais si on se pose la question de savoir pourquoi on est bien, on ne l'est plus. Donc on va voir qu'il y a bien deux perceptions des choses. Une manière d'être dans ce que je suis et dans ce que je fais, et une manière de s'observer en train de faire les choses. Peut-être que la clé, c'est d'arrêter de s'observer et d'être à l'intérieur de ce que je fais. Et c'est ce que cherche l'alchimiste. C'est pour ça que l'alchimiste travaille dans un laboratoire, moitié labor et moitié oratoire, moitié dans la matière et moitié dans l'esprit, et que pendant 3 étapes, il va travailler dans la matière, il va matérialiser les choses, il va faire, et puis à un moment, il va se rendre compte que le faire l'enferme, et donc il va commencer à défaire. Et il va passer par une étape qui est la contemplation. La contemplation, c'est l'ouverture du temple. Donc ça veut dire je ne fais rien, mais j'attends rien. Parce que si j'attends quelque chose, c'est une perfusion. Là, la clé, c'est de dire je suis capable de me mettre quelque part, de percevoir encore toute chose, mais sans rien attendre. Et c'est aussi ça le bonheur. Et à partir de ce moment-là, quand je suis dans cet état où j'arrête de faire, il y a des choses qui vont venir tout seules. C'est une espèce comme du thé, c'est une infusion. Donc à partir de ce moment-là, pour que ça vienne tout seul, il faut que j'arrête de faire. Et aujourd'hui, on est dans un monde de faire. C'est-à-dire qu'on n'arrête pas de faire, on fractionne en permanence. Le fractionnement, c'est le diabole, c'est ce qui sépare, contrairement au symbole qui rassemble. Donc arrêtons de faire, et c'est pour ça qu'on trouve toujours des méthodes, on trouve toujours des techniques, surtout nous, occidentaux. Peut-être que la clé, c'est d'arrêter, et d'avoir des techniques, et justement de dire, je me mets dans un endroit, je ne fais rien de particulier, qu'est-ce qui va venir ? Vous parliez de signes tout à l'heure, mais je peux les voir que si j'arrête de faire. Si j'ai le nez dans quelque chose, je ne vais même pas voir ces signes-là. D'ailleurs, on s'aperçoit que les signes, on les voit à des moments particuliers et dans un état particulier. Et je suis absolument convaincu que moi, les signes, ce n'est pas comme ça que ça marche. C'est-à-dire qu'ils ne viennent pas de l'extérieur, mais ils viennent de l'intérieur. Et comment ils viennent de l'intérieur ? Quand vous êtes dans une maison et qu'il y a une porte de sortie, s'il y a des meubles entre vous et la sortie, vous ne voyez pas la sortie. Si les meubles sont dans vos têtes, même s'il n'y a pas de meubles dans la place où vous êtes, vous ne verrez pas la sortie non plus. Donc l'idée, c'est comment on va éclairer le chemin. On peut dire à un moment, tout est à sa place, vous aussi, on est rectifié, et c'est comme si on avait une lampe, et cette lampe va maintenant éclairer un chemin.
Si cette lampe frappe un verre, maintenant, il va y avoir une espèce de récurrence. C'est-à-dire que la lumière qui va être après, qui jalonne mon chemin, va rebondir sous la forme de verre. Et je vais voir des signes de verre partout. Mais ça veut dire que le verre a un sens. Ça veut juste dire qu'il jalonne mon chemin. Si ça avait été un pot de fleurs, ben je verrais des pots de fleurs partout. Si je pense à un chiffre au moment, ben ça aurait été le même chiffre partout. Comme les signes bleus que tu... Voilà, mais ça ne veut pas dire que le signe a un sens. Ça veut juste dire que c'est la première chose que mon attention a touchée pour diriger sur le chemin. Alors les signes n'ont pas de sens, mais ils sont toujours bons pour nous puisqu'ils nous indiquent un chemin. Par contre, est-ce que c'est un bon chemin? Ça, on n'en sait rien. On a toujours les gens qui disent « mais alors on suit une voie, qu'est-ce qui prouve qu'elle est bonne ?» Bah rien. Rien ne prouve qu'elle est bonne, mais si elle n'est pas bonne, on en change. Bon, il y a toujours une phrase qu'on dit « rare humanum est », mais on oublie toujours le « perseverare diabolicum », qui veut dire « l'erreur est humaine », mais c'est persévérer dans l'erreur qui est diabolique. Mais on est là pour faire des erreurs, et tant mieux. Mais par contre, si ça fait mal et qu'on continue, c'est là que ça ne va pas. C'est le syndrome de la mouche. Vous savez, vous avez un carreau avec une mouche, et puis il y a la fenêtre ouverte à côté. Et que fait la mouche? Elle se tape sur le carreau. Et vous, un jour, vous avez décidé de devenir le dieu des mouches. C'est-à-dire, vous dites, je vais prendre la mouche, puis je vais sauver la mouche. Alors vous prenez la mouche, vous la mettez à côté, et qu'est-ce qu'il a fait? Puis il revient se taper sur le carreau. Mais heureusement, nous, on ne fait jamais ça. Mais si, bien sûr. Donc l'idée, encore une fois, les gens aussi disent, mais qu'est-ce qui prouve qu'une voie est bonne? Et à quoi ça sert? Mais ça sert surtout à rien. Parce que si ça sert, ça nous enferme, ça nous met dans quelque chose. Et d'ailleurs, ce n'est pas la voie qui sert à quelque chose, c'est nous qui servons la voie. C'est là où on transmet quelque chose. Et quand on transmet, la transmission, c'est mission à travers. Donc c'est quelque chose qui passe à travers. Donc en gros, on n'y est pour rien, mais on doit être le plus transparent possible. Et le plus transparent, c'est celui qui traverse les apparences, mais c'est celui qui n'a plus besoin de ses parents non plus. Alors ses parents, après vous l'entendez comme vous voulez, c'est ses parents ou ses parents. Ça, je ne sais pas. Voilà ce qu'un alchimiste peut faire aujourd'hui dans le monde des hommes. Il va utiliser des outils qui sont à la fois des outils matériels, prendre une matière, et pour lui, la matière est un obstacle. Donc, il va se dire, je vais purifier, je vais râper cette matière, je vais retirer des peaux. D'ailleurs, on est des pèlerins. Le pèlerin, c'est celui qui se pèle c'est celui qui retire ses peaux. Et donc, transmuter du plomb en or, le plomb a 7 voiles. Si je retire un voile, c'est de l'étain. Si je retire 2 voiles, c'est du fer, ainsi de suite. Si je retire 6 voiles, c'est de l'or. Et l'or, c'est un métal précieux, près des cieux. Donc il suffit de retirer le dernier voile pour avoir la vérité dévoilée et pour trouver la lumière dont on parlait depuis tout à l'heure. Être alchimiste, c'est aussi savoir jouer avec les mots. C'est aussi savoir jouer avec les mots, et ce n'est pas du savoir. C'est ça qui est aussi intéressant, parce qu'on avait tout à l'heure la question de l'objectif. Si on cherche une voie qu'on sait, au mieux on trouvera ce qu'on sait. Donc la chose la plus difficile qui est la foi, c'est je dois suivre une voie sans savoir ce que je vais trouver. Sinon, je ne peux trouver que ce que je sais. Et c'est là où notre ami a parfaitement raison. Tout le monde dit, non, je le flatte parce que je suis à côté. Mais non, mais en disant, non, mais il est complètement barré, il prend des décisions complètement irrationnelles, mais tant mieux. Parce que sinon, on fait quelque chose de conforme. On est dans une formation, donc on n'a aucune chance d'en sortir, on n'a aucune chance de faire quelque chose. On ne peut en sortir. Le génie, c'est celui qui arrive d'un coup, comme ça, pouf, puis il dit, on dirait que ça serait comme ça. Et tout le monde lui dit, non, mais enfin, monsieur, c'est de la science-fiction, ça n'existe pas, c'est impossible. Et au fur et à mesure, comme l'esprit crée, au fur et à mesure qu'il va créer cette voie, d'ailleurs, le chemin, il ne nous appartient pas puisqu'on l'emprunte. C'est-à-dire qu'on le crée au fur et à mesure. Il n'existe pas avant. Et ensuite, quand les gens vont suivre ce même chemin, ils vont dire, oh là là, qu'est-ce que tu as comme chance d'avoir fait ça? Je n'ai pas de chance, je l'ai fait. La chance, ça suscite, comme le malheur, entre parenthèses. Le type qui dit, moi, j'ai pas de chance, à chaque fois que je sors dehors, il y a un courant d'air et il y a une tuile qui arrive, je la prends sur la figure. Il sort, il y a un courant d'air et il prend sur la figure. Parce qu'on a parlé de sa légende personnelle, mais elle peut être néfaste aussi. On peut parfaitement dire, moi, j'ai pas de chance. Et non seulement, il va revenir avec la tuile en disant à tout le monde, vous avez vu, je vous l'avais dit, il est content en plus. Donc ça veut dire que si on est capable d'avoir cette puissance pour couder l'univers pour être néfaste, pourquoi on n'aurait pas cette puissance pour couder l'univers pour être faste? Donc par conséquent, les génies, c'est eux justement qui nous font sortir de la prison. Sinon, les autres ne font que décrire la prison, ou ils améliorent la prison. On change la moquette, on met du papier sur les murs, on fait la peinture, on décrit la prison, et plus on la décrit, plus on est enfermé. Puisqu'avant, on la voit dans la globalité, puis après, on va voir chaque tapis, puis après, on va voir chaque pierre, puis après, on va décrire l'intérieur de la pierre, et puis chaque point, mais ça nous enferme.
Enfer et enfermé, c'est le même mot. Donc l'idée, c'est d'en sortir. Alors si l'alchimiste joue sur les mots, c'est parce que les mots nous portent et que c'est des clés, des réelles clés de transmission. Alors tous les auteurs médiévaux ont utilisé ça, hein. C'est pas nouveau. Rabelais, par exemple, il a utilisé ça parfaitement. Il le dit, page 4 de son premier livre, « Seul celui qui connaît la langue des oiseaux pourra comprendre mes textes ». Et comme l'apothicaire, au lieu de regarder la boîte, même si elle te semble précieuse, il faut l'ouvrir. Et comme le chien, tu casseras l'os pour en trouver la substantifique moelle. Donc il nous dit, le secret est à l'intérieur. D'ailleurs, un secret, ça se dévoile. Et ça se perce pour le persévérer. On ne trouve jamais un secret, on le perce. Donc continuons à percer. Et les mots sont tellement simples, et c'est quelque chose que nous portons tous, et qui sont, à la fois c'est comme aller aux champignons, c'est extrêmement jouissif. Quand on voit le sens d'un mot, et qu'on se dit, tiens, quelqu'un porte des lunettes, ça veut dire lunettes, bah ouais, c'est à ça que ça sert. Bah ça, on se dit, tiens, waouh, j'ai découvert un truc, ça y est, je deviens un génie. C'est vraiment de découvrir. Je ne l'avais pas du tout. Non, mais il y en a plein comme ça. Il y en a plein. Alors là, il y a plusieurs manières. On l'appelle la langue des oiseaux parce que c'est une langue très volatile, une langue subtile. Et quand on fait disparaître quelque chose, c'est bien dit disparaître. Puisqu'on arrive dans ce monde, on apparaît, on quitte ce monde, on disparaît, on fait que paraître. Donc la clé, c'est on est quand. Donc pour être, il faut faire disparaître. Et faire disparaître, c'est volatiliser. Donc la langue des oiseaux, donc la langue des volatiles. Et c'était aussi la langue verte, parce que le vert a la connaissance des choses cachées, puisque c'est à l'envers. Donc cette langue verte, on dit encore, tu m'as répondu vertement. Et quand au Moyen-Âge, on avait des secrets de fabrication et qu'on ne voulait pas que notre voisin le connaisse, on utilisait une langue secrète, on utilisait des clés, on utilisait des jeux de mots. Et évidemment, quand les bâtisseurs ont commencé à faire des cathédrales, c'était du gothique flamboyant, mais les gens étaient habitués à du romane, donc ils ont dit c'est Beaubourg, quoi. Ils ont détesté. Et ils ont dit c'est un art de sauvage, et les sauvages c'était les Goths, donc c'était l'argot, et c'est devenu l'argot. Donc cette langue, l'argot, qui est une langue que les autres ne comprennent pas, ou le patois, parce que le patois c'est patois. Et une autre, pour rebondir là-dessus, une autre des clés en plus de ces jeux de mots, ce que je comprends, c'est que vous dites que purifier, c'est ouvrir la matière, c'est ouvrir l'esprit, et que pour ouvrir son esprit, vous le mentionnez à l'instant, c'est un peu retrouver son âme d'enfant, retrouver son esprit d'enfant. Et donc nous, on est un peu comme Santiago, ici on est à la recherche, vous l'avez compris en nous écoutant, de notre légende personnelle, à interpréter ces signes. Du coup, comment est-ce qu'on peut faire pour retrouver notre âme d'enfant ? Bon, on ne peut surtout pas faire, encore une fois. Ah, encore, oui, c'est ça. Et oui, parce que je me suis dit. Celui qui parle de fer est dans la prison. Il a des fers. Hein. On a toujours cette vision d'enfermement. Regardez, on est dans une société de communication qui n'a jamais si peu communiqué. On a tous des cellulaires, c'est normal que ça nous enferme. On communique à travers des écrans. Vous regardez la télévision, vous êtes content parce que vous avez beaucoup de chaînes, mais les chaînes vous enferment. Donc l'idée, c'est qu'il n'y a surtout rien à faire, il y a à défaire. Un enfant, c'est quoi ? Vous lui offrez un super jeu, un train électrique incroyable, mais parce que ça vous plaît à vous, entre parenthèses. Et lui, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va jouer avec la boîte. Et on va dire, mais alors comment, avec tout ce que j'ai fait, tu joues avec la boîte ? Mais parce que dans la boîte, lui, il va voir autre chose. Mais il ne va pas faire quelque chose. Le train sert à faire quelque chose. On est dans un monde aussi de description, d'historien. J'ai rien contre, hein, il en faut aussi. Mais moi, quand quelqu'un me parle de la recette de la tarte tatin, ça m'intéresse. Mais en manger, c'est mieux. Donc, m'expliquer comment sont faites les choses, formidable. Mais en avoir la saveur soi-même, en avoir la perception soi-même, le faire passer à travers les sens, c'est-à-dire ses sens. Les 5 sens sont les points d'entrée de l'être. Donc les enfants, quand on les met devant la télé et qui sont enfermés, qui sont ventousés par quelque chose, parce qu'il y a tellement d'informations qu'on ne peut pas faire autre chose, et qu'on prend les mêmes et qu'on les amène dans la campagne pour parler des trolls des bois, où au début ils vont dire « Ah non, tu me sors de ma console, c'est affreux », mais quand on va leur montrer que la réalité non ordinaire ou extraordinaire, elle n'est pas seulement dans un monde virtuel, mais qu'elle existe dans notre monde, c'est les premiers à y aller. Hein. Là, c'est même plus du 3D, c'est du 4D. Hein. Ils touchent, ils sentent, c'est les premiers à dire « Ah là-bas, j'ai vu un troll », et pour eux, ça ne fait pas l'ombre d'un doute. Donc, retrouver son âme d'enfant, finalement, c'est retrouver sa faculté d'émerveillement. Mais la faculté d'émerveillement, elle est partout et à chaque seconde. On parlait de bienveillance et de bienfaisance tout à l'heure. Faire et veiller, on sait, mais bien, on ne sait pas. Le bien ne nous appartient pas. Bi un, celui qui rassemble les deux pour faire un, c'est celui qui rassemble. Un exemple concret, justement. Je sors dans la rue, il pleut, et je râle, je n'ai pas envie qu'il pleuve. Puis je regarde, il y a une flaque d'eau, et il pleut dessus, et je vois les gouttes qui tombent sur la flaque d'eau. Et sur la flaque d'eau, je vois le ciel
qui se reflète dessus. Et je trouve juste ça incroyable, quoi. Je fais waouh. Je vais à la poste, vous voyez, endroit hautement mystique, et je vais chercher un colis, je vais chercher un colis, et au moment où j'arrive, la préposée qui est là, ça l'emmerde, mais là j'ai une idée de ce qu'est l'effort sidéral de l'univers, c'est voir la quantité de l'emmerdement qu'elle manifeste pour faire ce qu'elle a à faire. 2 solutions. La première, je lui saute à la gorge, en disant vous êtes payé pour ça, moi je viens chercher mon colis. La deuxième, quelque chose qui se manifeste sans que je choisisse. Je lui dis, il se trouve que c'était une Antillaise, je lui dis j'adore votre accent. Mais ça m'a dépassé, c'était pas prémédité. Hein. D'ailleurs c'est très occidental, hein. Les extrêmes orientaux méditent, nous on prémédite. Hein. Et je lui dis j'adore votre accent. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle s'illumine. Elle va chercher mon colis et on a passé une excellente journée. Pas ensemble, hein, mais on a passé une excellente journée. Mais j'aurais pu lui sauter à la gorge. Et on aurait passé une très mauvaise journée. Ça m'a coûté quoi? Rien. Ça s'est joué à quoi? Un cheveu. Et je pense que la méthode, si vous en avez une, c'est ce choix. C'est peut-être ça le libre arbitre. C'est le choix de laisser parler les émotions, l'agitation, ou le choix de laisser passer l'amour, en se posant la question de savoir ce que c'est. Et c'est antinomique. Les émotions sont dans l'agitation, l'amour est dans l'immobilité. À chaque fois que vous avez vécu un moment de bonheur, vous étiez immobile. À chaque fois que vous vivez un moment de plaisir, vous êtes dans le mouvement. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas vivre de moments de plaisir, mais ça veut dire qu'on peut le comprendre. Quand vous vivez une période d'amour avec quelqu'un, on est capable de se regarder dans le blanc des yeux pendant une journée. Qui est capable de faire ça si on ne vit pas ce moment-là? Au bout de 5 minutes, on s'ennuie. Donc ça veut dire qu'on est dans un état où on est en dehors du temps, de l'espace et de la matière. Et c'est ça le bonheur. Et peut-être que la distance qu'il y a entre l'endroit où je suis dans la prison et la sortie, c'est ça. C'est ce temps qui s'écoule. C'est la capacité, justement, d'abord je suis dans les questions et dans les réponses, dans le temps chronologique, la logique du temps. Et puis après, ce temps se délite, se perd de plus en plus. Et quand on passe un bon moment, il n'est pas dans le temps. Quand on en sort, on dit « Ah, combien de temps ça a duré ?» Mais quand on est dedans, et là, on commence à sentir ce bonheur. Donc la méthode, j'insiste, vivez l'intensité du moment présent. La bonté aussi. Attention, la bonté n'est pas une bonne action. Une bonne action, c'est prémédité, j'attends un retour. Là, pas du tout. C'est un acte de tous les jours. Et pourquoi on ne le trouve pas? Parce que c'est trop simple. Parce que nous, on est les enfants de la psychanalyse et qu'il faut qu'il y ait des explications, des causes et des effets pour tout. Mais il peut y avoir des effets sans cause. Si vous êtes rayonnant, si vous êtes lumineux, sans être par ostentation, lumineux, c'est éclairé, c'est pas briller. Parce que pour briller, il faut être bien poli. Hein. Alors que pour éclairer, il faut être bien transparent. C'est-à-dire que c'est comme une lampe. Plus elle souffle, plus la lumière passe. Mais moins on voit la lampe. Et au bout d'un moment, la lampe peut dire « Mais attends, c'est moi qui l'ai fait ». Et à ce moment-là, elle se referme et on brille. Donc cette clé, c'est juste cette bienfaisance naturelle que l'homme possède naturellement. Le seul problème, c'est qu'aujourd'hui, on est dans un monde de fer. Et comme on est dans un monde de fer, on est dans une panique totale. Et dès l'instant qu'on est dans une panique totale, il n'y en a pas pour tout le monde. Et chacun va se refermer sur soi-même. Et d'ailleurs, on voit le jeu des intégristes aujourd'hui, c'est éviter qu'on se connaisse. C'est éviter qu'on échange. Les gens vont dire, vous êtes de telle communauté, surtout vous ne communiquez pas avec les autres. Parce que si on communique, on se connaît. Si on se connaît, on se comprend. Et si on se comprend, on n'a pas envie de s'entretuer. Donc cette idée, et c'est formidable, les artistes, les communications que vous faites, c'est cette possibilité justement de rompre les frontières entre les gens. Et de permettre justement que ça s'étale et que cette lumière circule. Et c'est infiniment simple. Mais on ne le fait pas justement parce que c'est trop simple. Et il n'y a pas de méthode, on n'a pas besoin d'aller chercher la fleur sacrée au fin fond du Tibet. D'ailleurs, le livre le dit. Il dit ce que vous cherchez, c'est sous vos pieds. Pour le savoir, vous avez été obligé d'aller partout pour vous rendre compte que ce n'était pas là. Mais si dès le début, vous savez que c'est sous vos pieds, vous n'avez pas besoin d'aller courir partout. Je veux dire, l'homme libre, est celui qui sait qu'il a des chaînes, puis c'est celui qui est bien partout. C'est-à-dire que la question ne se pose pas. Si vous attendez d'avoir une raison pour être bien, vous ne serez jamais heureux. Mais si vous êtes heureux sans raison, vous serez heureux tout le temps. Donc ça, c'est des méthodes, je dirais, presque de bon sens, c'est même pas de la philosophie. Après, il y a 3 choses à faire, si vous voulez faire. C'est être immobile, silencieux et aligné. C'est à la fois des données physiques et métaphysiques. Quand vous êtes immobile, eh bien, vous pouvez percevoir des choses, si vous n'êtes pas dans cette agitation. Quand vous êtes silencieux, vous ne parlez pas. C'est-à-dire que vous accueillez. Nous, on veut toujours se remplir de plein de trucs. Le seul problème, c'est qu'on est déjà plein. Donc le premier travail, ce n'est pas de se remplir, c'est de se vider. Et ça, on n'a pas toujours envie de se vider.
Et pourtant, quand on reste dans ce silence, eh bien, on va se vider. Lao Tzu a dit, si on a une bouche et 2 oreilles, c'est qu'on doit écouter 2 fois plus qu'on parle. Et cette idée, c'est de dire, soyez silencieux, parce que comme ça, vous allez écouter et vous allez entendre. Nous, on a toujours envie d'intervenir. On a toujours envie que quelqu'un dit quelque chose, on ne laisse pas finir, on va lui sauter dessus, on va dire « Non, écoutons jusqu'au bout, même si on n'est pas d'accord. » Et alignez, prenez une foule, mettez des gens en vrac, prenez une personne et dites « Vous allez donner le chiffre 15 à tout le monde. » Bon, ça va prendre un temps. Maintenant, on va aligner tout le monde et on va dire « Vous allez donner le même chiffre à tout le monde. » Et là, instantanément, l'information va circuler partout. Alors ça, c'est des données à la fois physiques, c'est-à-dire que si je prends un corps et que je l'aligne, par exemple, prenez un cristal, un quartz, vous l'alignez, quand vous le lâchez, il va faire ding, le son passe dedans. S'il n'est pas aligné, il va faire ploc. Si vous prenez du carbone, que vous ne l'alignez pas, ça fait du charbon. Si vous l'alignez, ça fait du diamant. C'est le même, hein? C'est-à-dire que l'élément qui est dedans, on ne peut pas dire que c'est sa nature qui change. C'est la manière dont le message est plus important que la forme. Et par conséquent, l'alchimiste ne va pas travailler sur la matière, mais sur le message qui est dedans. Et si je change le message, je change la forme. C'est valable pour l'homme aussi. Souvent, on travaille à l'extérieur, alors que changer le message permet de travailler de l'intérieur pour aller vers l'extérieur. Mais ce n'est pas intellectuel, ce n'est pas mental. Le mental est un outil extraordinaire dans le monde des hommes. Hein. On peut bien sûr l'utiliser, mais pas tout le temps. Ça voudrait dire que le type, il a une lampe électrique, ça éclaire super bien, il a un clou à mettre, il va prendre la lampe pour mettre un clou. C'est ça, utiliser le mental tout le temps. Donc il y a des fois où il ne faut pas l'utiliser, c'est-à-dire qu'il faut juste laisser s'imprégner des choses. Et là, votre cœur va parler. Et votre cœur va être instantané. Voilà une autre méthode. Quelqu'un tombe à côté de vous dans la rue, vous vous jetez sur lui pour le ramasser, c'est le cœur. Vous faites un geste et vous dites « Oh là là, je vais avoir des emmerdements, ça va prendre du temps, on va me demander des trucs », c'est la tête. Donc, quelle adéquation on va avoir entre les deux? Il n'empêche que, comme vous l'avez dit très justement, il faut vivre, il faut gagner de l'argent dans le monde des hommes. On a des relations avec des gens qui sont autour de nous, on a des contraintes. On est quand même dans la prison. Alors bien sûr qu'on va améliorer notre incarcération, quitte à vivre dans une prison autant que ce soit le plus agréable possible, mais ne jamais perdre de vue qu'on doit en sortir. Ce sera le mot de la fin. Magnifique. Merci infiniment Patrick pour ce partage et ces paroles qui résonnent en nous. Merci à vous 3 d'être ici dans ce club lecture et d'avoir partagé aussi vos histoires à travers l'alchimiste. Merci enfin à Vlam qui est derrière la caméra pour ce tournage de cette émission et aussi à West Wing qui nous a préparé ce décor magnifique dans lequel on est. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez liker, partager, nous dire en commentaire ce que c'est aujourd'hui votre légende personnelle, ce que l'alchimiste veut dire pour vous, ce que vous êtes en train de chercher comme Santiago dans l'alchimiste et abonnez-vous pour suivre nos prochaines aventures dans le Wake Up Book Club.